reprenons les débats. Cet après-midi, donc, il s'agit de voir le champ d'application des immunités d'exécution. Alors, vous voyez, je suis un ancien conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation, mais j'avais bien prévenu que je ne voulais surtout pas entrer dans les détails de la jurisprudence de la Cour de cassation, dont certains ont dit qu'elle était absolument incohérente, d'autres fluctuantes, d'autres erratiques, enfin bon, bref, donc c'est un terrain très, très difficile. Donc je me contente de présenter les intervenants. Et dans ce champ d'application, on va évoquer dans un premier temps le champ d'application au niveau, entre guillemets, personnel, les personnes, et puis après, le champ d'application en ce qui concerne les différentes catégories de biens soumises, protégées par ces immunités. Alors sur la première question, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier donc de ces immunités, sera évoquée par Mathias Audy la théorie de l'émanation. Et je peux peut-être une petite remarque quand même, si on en croit l'un des derniers arrêts de la Cour de cassation, cette question des émanations a repris de la vigueur avec l'évolution de la jurisprudence Eurodift, puisqu'on parle d'émanation dans l'arrêt et dans l'attendu de principe de la Cour de cassation. Donc je laisse la parole à Mathias pour cette première intervention. Alors vous avez à peu près 20 minutes. 20 minutes, mais je ne suis pas très sévère, donc je vous laisse. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux organisateurs et en particulier à Juliette Morel-Marie-Roger de m'avoir convié à cette manifestation. Et donc, il m'appartient de développer cette question qui est la question de la théorie de l'émanation, ce que je vais faire dans le temps imparti. Alors, cette notion d'émanation, je commence immédiatement, elle a plusieurs visages. On la rencontre en fait dans différents registres. On la rencontre en droit européen. Je vais commencer finalement par le registre qui est sans doute le plus éloigné, en matière de transposition des directives. On la rencontre en droit international de la responsabilité des États. On la rencontre en droit des investissements, notamment pour identifier si une procédure oppose un État et un investisseur étranger ou deux États par l'intermédiaire d'une émanation. Et puis, on la rencontre en matière d'exécution, au sens large, voire, comme vous l'avez rappelé, en matière d'immunité d'exécution. Alors, cette notion, donc, elle se présente dans différents registres, mais on peut dire que, d'une manière générale, lorsque l'on a recours à la notion d'émanation, dans toutes ces différentes branches du droit, c'est dans un but, à savoir celui d'assimiler à un État, une personne morale ou plus généralement une entité qui lui est distincte. Et plus particulièrement, parce que c'est sans doute dans ce registre qu'elle a prospéré en tout premier lieu, en matière d'exécution forcée. On pourra saisir un bien appartenant à une émanation sur le fondement d'un titre exécutoire contre un État. Et d'ailleurs, cela fonctionne également dans l'autre sens, puisqu'on peut également saisir un bien appartenant à un État sur le fondement d'un titre exécutoire contre une émanation. Il y a au moins une jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens. Bien. Donc, la notion d'émanation, elle permet, en droit français des procédures d'exécution, d'étendre devant les juridictions françaises, mais des théories proches existent à l'étranger, dans les pays de common law avec la théorie de l'alter ego, en droit canadien également. Mais elle permet d'étendre donc le droit de gage général du créancier d'un État étranger ou d'une entité publique contre une autre entité publique ou l'État lui-même. Bien. Alors ce terme, on le rencontre dans de premiers arrêts dans les années 1971-1976, mais dans ce registre particulier qui est celui que je viens d'évoquer, à savoir la possibilité d'étendre le droit de gage général des créanciers, c'est, me semble-t-il, une décision du 21 juillet 1987, dans un arrêt Société Benvenuti et Bonfant, où pour la première fois la Cour de cassation emploie ce terme dans ce registre particulier. Depuis, la Cour de cassation y a eu recours fréquemment, et c'est en 2007 que les critères de l'émanation ont été véritablement fixés. Ils ont été fixés et on peut dire que depuis, la théorie a été mise en œuvre
fréquemment, et plus fréquemment encore au cours de ces dernières années. Si j'ai examiné l'année 2023, qui est donc, nous ne sommes qu'au 4e mois, me semble-t-il, de l'année 2023, il y a déjà eu 5 arrêts de la Cour d'appel de Paris qui traitent de la question d'émanation. Donc c'est pour vous dire que cette théorie est assez vivace devant la Cour d'appel de Paris et devant la Cour de cassation notamment. Bien. Alors, il m'a été demandé d'en faire la théorie, ce qui n'est pas une tâche facile, je vous le dis immédiatement. Alors, cette théorie, pour moi, elle a une partie émergée et une partie immergée. La partie émergée, bien connue de tous, c'est donc celle que je viens d'évoquer en matière d'exécution forcée, que je vais donc détailler dans un instant, dans un premier temps. Et puis, j'envisagerai ensuite la partie immergée, qui est plus insoupçonnée, mais qui a déjà été évoquée incidemment par notre présidente, à savoir en matière d'immunité d'exécution. Alors, la partie émergée de la théorie de l'émanation, tout d'abord. Je l'ai dit, le terrain d'élection de la théorie de l'émanation, c'est avant tout en matière d'exécution forcée. Or, il existe à cet égard des critères d'identification de l'émanation qui sont désormais, disons, classiques, mais on verra ensuite qu'il y a également une évolution assez troublante de cette notion dans une jurisprudence récente de la Cour d'appel de Paris. Alors commençons par les critères classiques de l'émanation. Les critères de l'émanation, aujourd'hui retenus par la jurisprudence, ont été, je l'ai indiqué tout à l'heure, définis en 2007, principalement dans 2 arrêts de la Cour de cassation. Et depuis lors, la jurisprudence est assez constante sur ces critères, à savoir que pour qualifier une entité étrangère d'émanation de l'État dont elle relève, il faut que celle-ci réunisse 2 critères. Le premier, c'est le constat qu'elle est dépourvue d'indépendance fonctionnelle. Il faut établir donc l'existence d'un contrôle exercé par l'État sur cette entité, notamment s'agissant de la désignation des dirigeants, etc. Et puis le second critère, c'est que son patrimoine se confonde avec celui de l'État, une confusion de patrimoine au terme de laquelle l'État finance l'entité et est également financé par celle-ci. Pour donner un exemple de la mise en œuvre de ces critères, dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 septembre 2019 qui concernait la LIA, c'est-à-dire le Fonds souverain libyen, qui a beaucoup fait pour la théorie de l'émanation, je dois dire, devant les juridictions françaises. Les 2 critères ont été mis en œuvre. Donc, s'agissant du premier, l'absence d'indépendance fonctionnelle, eh bien, la Cour d'appel de Paris relève que la composition des instances dirigeantes était organisée par l'État, que celui-ci nomme toujours sans doute encore aujourd'hui d'ailleurs les dirigeants de la LIA, que ceux-ci avaient le statut d'employé public, que la LIA bénéficiait d'une exemption fiscale, etc. Et s'agissant de la confusion de patrimoine, la Cour d'appel relève que la LIA est détenue à 100% par l'État et que la gestion de son capital est attribuée en fait au gouvernement. Donc dans cette affaire, la Cour reconnaît à travers ces 2 critères que ce fonds souverain est une émanation de l'État libyen. Mais elle indique également incidemment que ce statut d'émanation, donc de la LIA, s'applique également aux filiales détenues à 100% par la LIA. C'est une mention qui figure dans le dispositif de cet arrêt, et cette mention a eu des conséquences récentes, lesquelles marquent, à mon sens, une évolution de la notion en matière d'exécution forcée que je voudrais évoquer maintenant. Alors, s'agissant de cette évolution, elle est intervenue, me semble-t-il, à la faveur d'un arrêt très récent, qui est l'arrêt Cibaplast de la Cour d'appel de Paris du 26 janvier 2023. Dans cette affaire, il s'agissait d'une société tunisienne qui disposait d'une sentence arbitrale qui avait fait condamner l'État de Libye, toujours lui, sur le fondement d'une sentence arbitrale, laquelle avait été exéquaturée. Donc, la société Cibaplast détenait un titre exécutoire contre la Libye. Sur le fondement de ce titre, elle a procédé à un certain nombre de saisies, et notamment les loyers dus par la FNAC, pour un immeuble qui n'est pas très loin d'ici, dans le 17e, à une société française, la société CER. Étant précisé que la société française en question, la CER, a pour actionnaire à 100%, et c'est précisé dans l'arrêt,
une société libyenne qui s'appelle l'AFICO, laquelle société libyenne, l'AFICO, est elle-même détenue par le fonds souverain libyen LIA, que j'évoquais à l'instant, lequel LIA est une émanation de l'État libyen. Et donc, par un effet de domino, de cascade, la Cour d'appel de Paris considère expressément que la CER, Société française, est une émanation de la LAFICO, qui elle-même est une émanation de la LIA. Et en réalité, à mon sens, dans cet arrêt, la Cour d'appel a franchi une étape qui n'avait pas été franchie, me semble-t-il, jusqu'ici, c'est-à-dire qu'elle a considéré qu'une entité de droit français est une émanation d'un État étranger. Jusqu'ici, il y avait un précédent que Jacques-Alexandre Jeunet connaît bien, qui était un arrêt d'un juge, d'un GEX, il me semble-t-il, mais qui a au moins une vingtaine d'années sur ce point, peut-être un peu moins, enfin, vous nous l'indiquerez. Quoi qu'il en soit, il y avait un précédent, mais enfin c'est une décision, un jugement d'un GEX, et là on a une décision de la Cour d'appel de Paris, évidemment c'est le lustre est plus important. Et quoi qu'il en soit, on peut considérer qu'un État étranger a la main mise sur des entités qui ont été créées selon son propre droit national, des entreprises publiques, des entités quelles qu'elles soient. Soit, ça ne me paraît pas présenter une difficulté, dans le sens où, effectivement, l'État peut organiser en quelque sorte les choses dans son état d'origine, en application de son droit, et on peut en tirer la conclusion, du point de vue français, du point de vue de la jurisprudence française, qu'il y a une confusion de patrimoine, qu'il y a une absence d'indépendance fonctionnelle, et donc que la qualité d'émanation se vérifie. En revanche, c'est plus problématique s'agissant d'une société française. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est nier le voile social que crée le droit français, c'est nier le fait que le droit français organise une indépendance des personnes morales, et que c'est quand même un principe axiomatique du droit français en la matière. Et donc, ce faisant, en fait, de manière tout à fait incidente, la Cour d'appel de Paris remet en cause, par le truchement de la théorie de l'émanation, ce principe qui est tout de même assez axiomatique du droit français, notamment le critère de la confusion de patrimoine, qui est donc l'un des deux critères, comme je l'indiquais, de la théorie de l'émanation. Certes, on peut considérer qu'il est réuni dans certaines hypothèses en droit français, mais encore faut-il peut-être l'établir plus avant. Et je trouve que dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris est passée un peu vite sur cette question, en franchissant une étape, peut-être sans en avoir eu véritablement conscience, en franchissant une étape de plus dans l'extension en fait, de la théorie de l'émanation vers des entités de droit français. Donc il y a certainement ici une nouvelle évolution de la théorie de l'émanation qui gagnerait à être pensée plus avant. Bien. Voilà ce qu'il en est de la théorie de l'émanation s'agissant de sa partie émergée, c'est-à-dire en matière de voie d'exécution. Voyons maintenant la partie immergée de cette théorie en matière, cette fois-ci, d'immunité d'exécution. Alors, j'évoquerai tout d'abord la notion d'émanation en matière d'immunité d'exécution, et puis ensuite, je tâcherai de confronter cette théorie de l'émanation en matière d'immunité d'exécution avec ce que je viens de présenter, c'est-à-dire la théorie de l'émanation en matière d'exécution forcée. Alors, s'agissant de la notion d'émanation en matière d'immunité d'exécution, elle existe effectivement en matière d'immunité de juridiction comme d'exécution, mais on va se concentrer sur les immunités d'exécution. Et si l'on s'attache à l'article L111-1-2, troisièmement, du Code des procédures civiles d'exécution, celui-ci prévoit que l'immunité d'exécution peut être levée par le juge dans deux hypothèses. Alors, soit que le bien est utilisé à des fins autres que de service public non commercial, soit qu'il entretient, c'est le critère qui est posé par l'article, un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Donc le droit français en matière d'immunité d'exécution, et c'est d'ailleurs nouveau depuis cette loi Sapin 2, ce n'était pas le cas avant, et notamment ce n'était pas le cas dans les affaires Eurodif, etc., et Sonatrach. Le droit français donc, exige un lien avec, entre l'entité dont les biens sont saisis et la procédure qui est à l'origine de la créance. Cette disposition est directement inspirée de l'article 19C de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens de 2004. Bien. Dans un arrêt récent, qui est l'arrêt Rachid Bank du 3 novembre 2021, la Cour de cassation a indiqué, a mis en œuvre en fait, ce critère du lien, en disant que pour qu'un bien soit saisissable,
pour qu'il soit saisissable, les biens de l'émanation d'un État, le terme est utilisé, les biens de l'émanation d'un État doivent avoir un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée. Donc la Cour de cassation indique expressément que pour qu'un bien d'une émanation soit saisi, il faut un lien avec la procédure à l'origine de la créance. Ce lien est exigé en matière d'exécution, d'immunité d'exécution, mais évidemment, il n'est pas sans incidence sur, plus globalement, la théorie de l'émanation. Et c'est ce que je voudrais évoquer pour finir, à savoir la recherche d'une cohérence, en quelque sorte, d'ensemble de la notion d'émanation. J'imagine que c'est ce que les organisateurs de ce colloque ont souhaité voir figurer derrière cet intitulé qui m'a été confié, la théorie de l'émanation. Alors, où est cette cohérence d'ensemble? Vous l'aurez sans doute peut-être déjà compris. Elle est pour ma part, enfin à mes yeux, difficile à discerner. Pourquoi? Parce que par le terme d'émanation, finalement, d'un côté, du point de vue de l'exécution forcée, on nous dit qu'on peut saisir un bien appartenant à une émanation sur le fondement d'un titre exécutoire contre l'État. Donc on peut saisir un bien appartenant à une émanation d'un État sur le fondement d'un titre exécutoire contre cet État. Bien. Donc ça, c'est en matière d'exécution forcée, c'est ce que j'ai évoqué dans la première partie de cet exposé. De l'autre, on nous dit que pour saisir le bien d'une émanation, ça c'est l'arrêt Rachid Bank, il faut un lien entre la procédure, donc celle qui est à l'origine du titre exécutoire, et cette émanation. Donc pour le dire autrement, si le créancier bénéficie d'un titre exécutoire contre l'État, c'est que la procédure arbitrale étatique n'a a priori pas de lien avec l'émanation dont il entend saisir les biens. Donc il y a ici une contradiction entre l'émanation telle qu'elle est utilisée dans le registre des voies d'exécution et l'émanation telle qu'elle est utilisée dans le registre des immunités d'exécution. Alors c'est vrai que dans l'annexe à la Convention des Nations Unies, il est indiqué expressément, s'agissant de l'article 19C que j'évoquais tout à l'heure, qui est cet article qui fait figurer ce lien entre l'entité qui est saisie et la créance, il est indiqué la chose suivante: l'article 19 ne préjuge pas de la question de la levée du voile dissimulant l'entité. Bon, c'est une phrase un petit peu sibylline, mais qui donne à penser que les rédacteurs de la Convention ont eu conscience qu'avec cette exigence de lien, ils étaient susceptibles de porter atteinte à cette théorie de l'émanation en matière d'exécution forcée ou de l'alter ego dans les pays de common law. Donc ils ont eu conscience et ils ont donc tenté, par cette phrase, eh bien, de rendre indépendantes en quelque sorte ces deux questions. Mais enfin, il n'en reste pas moins qu'il y a une contradiction et on peut se demander comment rendre compatible la théorie jurisprudentielle en matière d'émanation dans le registre des voies d'exécution, et tant l'article L111-1-2, troisièmement, du Code des procédures civiles d'exécution, que l'article 19C de la Convention des Nations Unies sur les immunités. Au mieux, il y a ici, dans notre droit, un problème lexical. Par le terme d'émanation, finalement, on désigne deux réalités distinctes, selon que l'on est dans le registre de l'exécution forcée ou dans celui de l'immunité d'exécution. Évidemment, c'est problématique. C'est d'autant plus problématique lorsque l'on vous confie la tâche de dessiner une théorie de l'émanation, puisque finalement, je suis parvenu à la conclusion qu'en l'état de la jurisprudence, cette théorie ne peut pas être unitaire et que ce terme d'émanation, il est utilisé dans deux registres différents. Je crois, Madame la Présidente, que j'ai respecté le temps qui m'était imparti et je vous en remercie. Merci beaucoup. Alors moi, je pensais que la jurisprudence de la Cour de cassation avait redonné à l'émanation quelque chose de... Et alors, en réalité, non. En réalité, non, vous avez démontré que ça devenait incohérent. Donc voilà, donc on poursuit dans l'incohérence ou la cohérence. Alors, je vais passer maintenant la parole à Madame... Vous êtes deux, en fait. Alors, je ne sais pas laquelle. Juliette Morel-Maroger et Madame Hélène Tissandier. Ah non, j'ai pas le bon.
Ah, j'ai pris un... D'accord. Voilà, donc vous êtes tous les deux... Ah, voilà, vous êtes mis l'un à côté de l'autre, c'est très bien. Voilà, donc là, vous allez nous parler... Alors, j'espère que je ne me trompe pas, j'ai pris du sort des avoirs bancaires. C'est bien ça, voilà. Alors, je ne sais pas, vous débrouillez très bien. C'est mieux, oui. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord très rapidement remercier, en tant que co-organisatrice avec Louis Perrault-Saucine de ce colloque, tous les intervenants de la matinée et de l'après-midi. Je crois que jusqu'à présent, les réflexions ont été particulièrement riches et ça durera sans doute jusqu'à la fin de la journée. Alors, nous avons choisi effectivement une formule un peu... bizarre d'intervenir à deux voix. Enfin, j'ai choisi, c'était mon privilège d'organisatrice, d'intervenir à deux voix avec mon collègue Jérôme Chacornac parce que nous assurons ensemble une chronique de droit bancaire et financier international qui, au fil des années, nous amène à nous interroger sur la possible saisie d'avoirs bancaires par des créanciers privés qui cherchent à contourner la redoutable efficacité des immunités d'exécution. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord préciser ce que l'on entend par avoir bancaire. On ne traitera pas de l'ensemble des biens détenus par les banques, notamment des biens qui pourraient être placés dans les coffres-forts, mais en réalité, nous nous en tiendrons à la question des comptes bancaires. Pourquoi ce choix? D'abord parce que les comptes bancaires présentent a priori des avantages évidents lorsqu'un créancier impayé souhaite pratiquer des mesures d'exécution forcée. Il s'agit de créances liquides, fongibles, faciles à évaluer, et elles constituent, dans le droit des procédures civiles d'exécution, la cible a priori la plus évidente et la plus facile pour un créancier qui souhaiterait pratiquer des mesures d'exécution forcée. Ensuite, parce qu'on va le voir, la saisie des comptes bancaires confrontée à l'immunité d'exécution des États pose des difficultés techniques particulières. Pourquoi? Parce qu'en tant que tel, le compte bancaire n'est pas une valeur intrinsèque identifiable. Il renferme des créances certes monétaires, mais diluées dans un solde provisoire. Et les avantages qu'il présente dans le cadre d'une saisie ordinaire, si je puis dire, ou aller à l'encontre d'un débiteur ordinaire, la fongibilité, l'indivisibilité des sommes qui y figurent, constitue en réalité une difficulté supplémentaire lorsqu'il s'agit d'appréhender les fonds qui appartiennent aux bénéficiaires de l'immunité d'exécution. Et dans la recherche d'équilibre que l'on essaye de trouver depuis ce matin entre la protection de la souveraineté des États et le droit à l'exécution des créanciers, l'emploi soulève des problèmes spécifiques en fonction d'un assez grand nombre de paramètres, la titularité du compte, sa destination, son fonctionnement. Et à l'aune de ces différents paramètres, la situation du créancier, qui cherche à appréhender le solde créditeur d'un compte bancaire, se heurte à de très sérieuses difficultés pratiques. Alors on va le voir, certaines de ces difficultés sont quasiment insurmontables. Elles tiennent soit à la qualité du titulaire du compte, à sa destination, ou encore à la qualité du créancier et du débiteur. Et on verra ensuite qu'il y a d'autres difficultés qui, elles, parfois, peuvent être surmontées lorsqu'il s'agit de comptes qui échappent à des régimes spéciaux, même si la voie ouverte aux créanciers reste étroite. Donc c'est ce qu'on cherchera à démontrer successivement, et nous allons tout de suite commencer dans un premier temps par analyser des obstacles qui paraissent presque impossibles à surmonter pour un créancier privé. Quels sont ces obstacles? Ils tiennent à deux situations. D'abord, il existe des régimes spéciaux d'immunité qui figurent d'ailleurs autant dans la Convention des Nations Unies que dans de nombreux droits nationaux et qui visent certains avoirs bancaires particuliers. Et puis, il existe d'autres obstacles, des mécanismes qui créent une insaisissabilité générale de certains avoirs liés à la fragilité des États face à certains créanciers connus notamment sous le vocable de fonds vautours. Alors, on va tout de suite commencer par les régimes spéciaux d'immunité d'exécution visant les avoirs bancaires. Il y a deux types de situations visées par les textes en droit conventionnel comme en droit interne. D'abord, les avoirs qui sont affectés aux missions diplomatiques, mais je n'en parlerai pas puisque il y aura la communication tout à l'heure de Victor Grandaubert à ce sujet, donc je les laisserai de côté. Le deuxième régime spécial tient au régime qui est lié aux avoirs des banques centrales.
Alors, s'agissant des avoirs détenus par les banques centrales, ils font eux aussi l'objet d'un régime particulièrement protecteur. D'abord, ils figurent dans la liste de l'article 21 de la Convention des Nations Unies parmi la catégorie des biens qui ne sont pas considérés comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés à des fins autres que de services publics non commerciaux. Et de nombreux droits nationaux prennent le relais et réservent un traitement spécifique aux avoirs de ces banques centrales étrangères et leur accordent une protection renforcée, voire même absolue. C'est par exemple le cas du Royaume-Uni. On le retrouve aussi d'ailleurs dans des textes européens, dans le règlement européen qui a instauré une saisie conservatoire des comptes bancaires. D'emblée, on exclut les avoirs des banques centrales de son champ d'application. Alors pourquoi réserver un traitement particulier aux avoirs des banques centrales ? Alors, il s'agit évidemment de protéger les fonctions essentielles qu'assure une banque centrale pour le compte de l'État. La gestion des réserves de change, la préservation de la stabilité monétaire. Et on considère aussi que les banques centrales constituent un rouage essentiel dans la prévention de risques systémiques. Et puis, ces objectifs se doublent d'une préoccupation plus prosaïque, et d'ailleurs très clairement affirmée au moment où le régime spécial a été instauré en droit français en 2005, à savoir que certains États qui abritent d'importantes places financières souhaitent préserver l'attractivité financière de leur territoire au fond des banques centrales et décident en conséquence de leur attribuer une protection particulièrement étendue. Ça a été le cas du Royaume-Uni, c'est le cas aussi de la France. Donc en France, il y a un régime spécial qui ne figure pas dans Sapin 2 ni dans le Code des procédures civiles d'exécution, mais dans le Code monétaire et financier, à l'article L 153-1 de ce code. Et lorsque les fonds bancaires sont détenus par une banque centrale pour le compte de l'État dont elle dépend ou tout autre organisme public de son pays, l'immunité d'exécution est absolue. Là, il n'y a aucune exception. La seule exception possible pour les créanciers résulte du second alinéa de ce texte qui dit que, sous réserve d'une autorisation préalable du juge de l'exécution, et d'ailleurs c'était le premier régime avant Sapin 2 qui prévoyait déjà le verrou du juge de l'exécution, il est éventuellement possible de saisir les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la Banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère, si, encore faut-il le démontrer bien sûr, si ces fonds sont affectés à une activité principale relevant du droit privé. C'est évidemment sur le créancier que repose la charge de la preuve que ces fonds sont affectés à une activité principale relevant du droit privé, et c'est évidemment soulever et surmonter cet obstacle probatoire est quasiment impossible. Jusqu'à présent, en tout cas, toutes les tentatives qui ont été tentées par les créanciers ont été vouées à l'échec. Il n'y a jamais eu de contournement de cette immunité d'exécution. Pourquoi ? Parce qu'il va être particulièrement difficile pour un créancier d'obtenir des informations spécifiques sur les comptes ouverts par une banque centrale et surtout sur leur affectation principale à une activité relevant du droit privé. Et si tant est que le créancier arrive éventuellement à tenter cette mesure, eh bien, déterminer l'affectation des fonds avant même que l'on sache à quoi ces fonds sont affectés, on pourrait tout à fait imaginer que la Banque centrale décide de modifier l'affectation principale des fonds et dise qu'à l'avenir, les fonds qu'elle détient encore seront affectés à une activité publique. Il y a donc ici des obstacles quasiment insurmontables qui se dressent sur la route du créancier saisissant. Et d'ailleurs, pour conclure sur cette question des banques centrales, la Cour de cassation elle-même, quand elle a été interrogée notamment sur la conformité aux droits fondamentaux de cette immunité particulière des banques centrales, dans un arrêt du 12 mai 2021, elle a un peu botté en touche en expliquant que certes, c'était une immunité quasiment absolue, mais que c'était proportionné finalement, l'atteinte aux droits fondamentaux était proportionnée. Pourquoi ? Parce que ça ne s'appliquait qu'aux valeurs et biens détenus en France par les banques centrales et non à l'ensemble du patrimoine de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent. Autrement dit, les banques centrales
vous n'y arriverez pas, mais vous pouvez tenter d'autres saisies sur d'autres biens, donc ça n'est pas contraire aux droits fondamentaux. Mais alors, vers quels avoirs bancaires peut se tourner le créancier? On va voir qu'il y a un second obstacle insurmontable qui se dresse devant le créancier. Je laisse la parole à mon collègue Jérôme Chacon. Merci beaucoup Juliette, et puis merci de m'avoir invité à faire cette intervention à deux voix. Alors, un second obstacle insurmontable qui n'est en vérité ni spécifiquement bancaire et peut-être même pas véritablement une immunité. Je m'explique. C'est une situation qui est spécifique au contentieux de la dette souveraine. Et au fond, elle n'enrichit pas tant le droit des immunités qu'elle ne crée une situation d'exception en invitant à une différenciation selon la situation de l'État débiteur. C'est-à-dire qu'on rompt notre postulat initial depuis ce matin que l'immunité exprime la protection de la souveraineté. Parmi les souverains, il y en a de plus protégés que d'autres. Comment ? Alors, face aux actions de créanciers dits récalcitrants ou fonds vautours, le législateur français a fait le choix d'ériger la France en un fort inhospitalier des actions exercées contre des États fortement endettés. Au fond, il s'agit ici de contester, de contrer les actions de créanciers ayant entrepris le rachat à bas prix de la dette souveraine. En apparence, c'est un garde-fou contre ce que Philippe a décrit ce matin, à mon avis, de manière tout à fait juste, la cupidité d'un monde riche sur le monde qui l'est moins. Alors, en apparence seulement, ce choix législatif fait par la France n'est ni isolé, ni même une première. Les réactions nationales éparses s'expliquent par l'absence d'un régime international unifiant la matière, en dehors d'un cadre souple qui est applicable aux clauses dites d'action collective où on renégocie la dette avec l'État débiteur. La réaction du législateur français à l'article 60 de la loi Sapin II a consisté à instituer une insaisissabilité générale qui s'applique donc à tous les avoirs et parmi eux les avoirs bancaires. Mais cette insaisissabilité est soumise à un certain nombre de conditions que je rappelle rapidement. Ratio personae, elle concerne les États identifiés par l'OCDE au titre de l'aide publique au développement et en situation de défaut, États auxquels sont assimilés les États fédérés et les établissements publics. Effet remarquable, c'est que n'en bénéficient pas des États par lesquels le scandale de la dette souveraine est arrivé, c'est-à-dire l'Argentine et la Grèce. Donc ce dispositif ne joue pas tant pour apporter un remède au traitement du contentieux pour ces États, il s'agit plutôt d'indiquer l'expansion d'une logique spéculative, c'est-à-dire au fond de délimiter un marché. Ratione materiae, l'immunité ne joue qu'à l'égard de certaines créances contre des créanciers qui détiennent une fraction de dette souveraine. Et ici, peut-être, on trouve la portée proprement bancaire de la disposition, c'est que sont assimilés aux créanciers obligataires les créanciers ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ont conclu des opérations de crédit selon l'article 311-1 du Code monétaire et financier. Demeure enfin une condition temporelle à l'application du texte qui est liée à la période d'acquisition du titre ou à la conclusion de l'opération de crédit et à l'antériorité du défaut qui est fixée par principe à 48 mois. Par exception, en cas d'une restructuration de la dette décidée à 66% des créanciers, on peut exercer une mesure conservatoire aux mêmes conditions que celle de la majorité, une mesure conservatoire aux mesures d'exécution. Alors, il est couramment énoncé, depuis ce matin, on l'a vu, que le droit des immunités est en recherche d'un point d'équilibre, mais ce point d'équilibre n'est manifestement pas au milieu de la tension entre possibilité d'exécution forcée et champ de l'immunité. Il penche nettement en faveur du domaine de l'immunité, non seulement dans le cadre des régimes spéciaux que l'on vient d'évoquer avec Juliette, mais aussi dans le cadre du régime applicable à ce qu'on pourrait appeler des avoirs ordinaires, auxquels nous arrivons à présent. Alors, au-delà donc des situations que nous venons d'évoquer, les avoirs bancaires relèvent du double régime institué par la loi Sapin II aux articles L111-1 et L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Alors, sans y revenir, simplement par référence à ce qu'a dit Sophie ce matin,
les problèmes de constitutionnalité ou de conventionnalité sur le terrain des droits fondamentaux ne se posent pas de manière différente au regard d'avoirs bancaires, en particulier lorsqu'on réfléchit à la restriction supplémentaire aux droits des créanciers que représente l'autorisation du juge de l'exécution. Alors laissons donc l'article 111-1.1 de côté, je me concentre sur l'article 111-1.2 dont on va tâcher d'évaluer les conséquences pratiques d'une double manière en se plaçant du point de vue du créancier. Au fond, si on lit ce texte, je pense qu'on peut le couper en deux, même s'il comporte 3 hypothèses. Les 2 premières imposent aux créanciers une analyse du comportement de l'État, de la relation qu'ont eu les parties entre elles antérieurement à la mesure d'exécution. Alors que la 3e conduit à une analyse a posteriori, à défaut de tout accord ou de toute réservation préalable de certains avoirs particuliers, par la seule analyse de l'affectation du compte. Alors en commençant par les 2 premiers cas, donc les 2 premiers cas de l'article 111-2 imposent de regarder le comportement des parties antérieures à la mesure d'exécution. Le premier, c'est celui du consentement express de l'État à l'application d'une telle mesure. Alors, on a déjà beaucoup réfléchi aux modalités de la renonciation. Moi, je voudrais me concentrer sur son objet, en me demandant ce qui se passe lorsqu'elle n'est qu'express et ce qui se passe lorsqu'elle serait spécifique, plutôt que spéciale, parce que depuis 1 heure, ça n'existe plus. Alors, si c'est une renonciation express, c'est-à-dire qu'il dirait tous les avoirs sont saisissables, sauf certains. La conséquence est qu'a priori, tous les avoirs qui ne sont pas exclus par le traité, par la clause, la convention d'arbitrage ou la déclaration de l'État concerné, peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution. Ça n'est donc qu'après l'identification des avoirs saisissables qu'intervient le droit des procédures civiles d'exécution. Donc imaginons que j'exerce une mesure de saisie-attribution contre un établissement teneur de compte. Je recouvre la possibilité en tant que créancier de réduire l'assiette de la saisie compte tenu des informations qui me seront communiquées par le tiers saisi. J'ai aussi la possibilité de lever l'indisponibilité sur les comptes si jamais, à mon profit, est constituée une garantie irrévocable à hauteur de la créance réclamée. Imaginons que les comptes saisissables soient identifiés de manière spécifique dans l'accord conclu entre l'État débiteur et le créancier. Alors là, on peut à nouveau distinguer 2 situations. Je distingue la situation où un compte déterminé est identifié, auquel cas je peux exercer une mesure conservatoire ou une saisie-attribution qui va rendre indisponible ce compte. Et une fois que la mesure est exercée, s'opèrent des opérations de régularisation pour déterminer le solde provisoire qui va constituer l'assiette de la mesure. Est-ce qu'on pourrait raffiner encore les choses et admettre qu'un créancier n'obtienne que l'identification d'un compte et certaines créances, certains flux financiers qui transitent par ce compte, plutôt que le compte dans son ensemble? Alors ce serait là rompre ce qu'on appelle l'indivisibilité du compte, qui emporte la formation d'un solde provisoire. Et a priori, ce serait en contradiction avec ce que permettent les mesures d'exécution, c'est-à-dire que ce sur quoi porte la mesure in fine, c'est un solde provisoire et pas l'identification de certaines créances en son sein. L'article L111-1-2 comporte un parent pauvre qui est sa 2e hypothèse, c'est l'affectation ou la réservation du bien à la demande qui fait l'objet de la procédure. Alors en vérité, c'est un parent pauvre, en tout cas dans le domaine bancaire, parce qu'il est souvent phagocyté par la renonciation préalable réalisée par l'État. Comment déterminer en général l'affectation d'un compte bancaire? Je vais laisser de côté une hypothèse purement théorique par laquelle un État débiteur spontanément aurait cherché à payer un créancier qu'il aurait refusé et qui aurait consigné les sommes. Bon, laissons ça de côté.
Si je cherche à invoquer, à exercer une mesure d'exécution pour démontrer cette affectation, le plus évident est d'établir l'existence d'une sûreté. L'affectation, dans toute l'indétermination du terme, rejoint en tout cas la constitution d'une sûreté réelle. Alors à quoi peut-on penser? Par exemple au gage espèce, qui a été introduit dans le Code civil par la réforme des sûretés le 15 septembre 2021. Supposons qu'un gage espèce, c'est-à-dire une somme d'argent, a été extraite d'un compte par un État pour la transmettre en propriété au débiteur en garantie de son paiement. On peut peut-être, sans que le pas à franchir soit trop grand, estimer que le compte d'où la somme remise en garantie a été tirée a été affecté au paiement. Deuxième possibilité, la constitution d'un nantissement. Alors, le nantissement, en général, le nantissement conventionnel de compte est parfaitement autorisé par le Code civil, mais il n'en emporte pas moins quelques conséquences que je résumerai à 2 observations. Le nantissement lui-même n'emporte levée de l'immunité qu'à l'égard du créancier nanti, ne joue pas à l'encontre des autres. On pourrait dire que ça n'a qu'un effet relatif, cette levée de l'immunité. La Cour de cassation en a jugé ainsi dans un contexte à l'égard de l'Ouzbékistan où, préalablement au nantissement, il y avait eu une renonciation à l'immunité. A fortiori, en l'absence de renonciation, s'il n'y a qu'un nantissement, probablement que l'effet relatif de la sûreté doit aussi être admis. La deuxième difficulté, c'est que pour le créancier nanti, il a un droit futur à recevoir un paiement sur l'assiette de sa sûreté. Mais il peut être pris de court par un autre qui réussirait à lever l'immunité sur un autre fondement. Dans la mesure où quelqu'un démontrerait que l'affectation du compte ne rejoint pas des activités de service public, le créancier nanti, qui est en attente du moment de l'exigibilité de sa créance, n'a pas d'assiette à sa sûreté. Ça n'est qu'une créance future. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer en un seul mot tient au fait que finalement, les procédés de levée de l'immunité sont peut-être plus efficaces soit au numéro 1 de l'article 111-1.2, soit au numéro 3, dont à présent Juliette va vous parler. Alors, ça va encore. Je finirai donc sur les options possibles pour le créancier. Effectivement, la question se pose de savoir si le créancier pourra démontrer que le compte est bien affecté à une activité de droit privé. Et ça rejoint l'hypothèse dont parlait Mathias tout à l'heure, qui est celle qui est visée par l'article L 111-1-2, troisièmement, du Code des procédures civiles d'exécution. Alors, ce texte prévoit 2 choses. Il permet donc la saisie d'un compte, donc pour des avoirs bancaires ordinaires, si le bien est affecté, c'est-à-dire spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé autrement qu'à des fins de service public non commercial, et qu'il entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. Alors, sur le lien avec l'entité, je n'y reviendrai pas puisque Mathias l'a déjà traité à propos de la théorie de l'émanation. Il nous reste l'autre condition exigée par les textes, c'est-à-dire l'idée que le compte saisi est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé à des fins commerciales. Alors comment, là encore, rapporter la preuve face aux dénégations de l'entité saisie? Et a priori, on a tendance à dire que c'est une preuve impossible. Néanmoins, là aussi, et dans un contentieux qu'a cité Mathias aussi, dans 2 affaires récentes, les juges de la Cour d'appel de Paris semblent avoir facilité la tâche probatoire du créancier en lui permettant de se fonder sur un faisceau d'indices. Alors, ces 2 affaires opposaient la société Citibank d'une part et la société Rachid Bank de l'autre. Donc Citibank avait obtenu la condamnation de Rachid Bank au paiement de 11 millions de dollars par un tribunal néerlandais et donc a engagé des procédures civiles d'exécution en France. Et par 2 fois, elle a obtenu, Citibank, donc satisfaction
devant la Cour d'appel de Paris, une fois pour faire opérer une saisie entre les mains de Natixis, qui est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation que tu as cité dans le prolongement de l'arrêt Eurodif, celui du 3 novembre 2021, et une autre fois entre les mains de l'Union des banques arabes et françaises, par une décision de la Cour d'appel de Paris qui date du 19 mai 2022 et qui, à ma connaissance en tout cas, n'a pas été frappé de pourvoi en cassation. Alors comment le créancier est-il ici parvenu à ses fins? Comment est-ce qu'on a démontré l'affectation à des fins commerciales? Eh bien, dans les deux cas, par des faisceaux d'indices. Et un faisceau d'indices qui repose sur plusieurs éléments, à la fois la nature des fonds déposés, la date des dépôts, les interactions passées entre le débiteur saisi, donc ici qui était Rachid Bank, et le tiers saisi, ou encore l'activité habituelle du tiers saisi. Alors, quelques éléments juste sur ces indices, et il y en a sans doute peut-être d'autres qui pourraient être évoqués. S'agissant des informations relatives aux comptes eux-mêmes, l'établissement tiers saisi, dans le cadre des procédures civiles d'exécution, doit fournir un certain nombre d'informations sur la nature des comptes, sur le solde au jour de la saisie. Il doit déclarer l'étendue de ses obligations, les modalités qui pourraient les affecter, et éventuellement les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. Et du coup, le créancier peut puiser dans ces informations des indices utiles de l'affectation du compte, notamment dans une de ces affaires, le créancier invoquait le fait qu'il y avait déjà eu une dizaine de saisies opérées auparavant. Donc si ça a déjà eu lieu, ça peut à nouveau avoir lieu et ça n'est pas affecté à des activités publiques. Donc le créancier pourrait se contenter de démontrer par une analyse rétrospective, sous réserve d'avoir suffisamment d'éléments, que dans le passé, le compte a été utilisé à des fins commerciales sans avoir à rapporter la preuve de l'affectation future des fonds, ce à quoi servira le compte à l'avenir. Donc ça, c'est le premier faisceau d'indices. Deuxième faisceau d'indices, et la Cour d'appel de Paris l'a utilisé dans son arrêt du 19 mai 2022, elle a tiré un certain nombre d'indices de l'activité habituelle du tiers saisi, donc qui était ici l'Union des banques arabes et françaises, et donc de l'activité habituelle de cette banque pour dire que, en effet, il y avait a priori une destination commerciale. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait ici une affectation commerciale? Parce que c'est une banque qui a pour objet des flux commerciaux internationaux entre l'Europe, l'Asie et le monde arabe. Elle comptabilise des opérations interbancaires qui correspondent à des prêts, des dépôts classiques et des gestions de liquidités. Alors peut-être plus surprenant dans les arguments de la Cour d'appel figurait aussi le fait que la notation de cet établissement bancaire était assez médiocre, ce qui rendait peu plausible que des fonds souverains y soient déposés. Donc c'était finalement cette fois-ci la fragilité du tiers saisi qui le rendait peu probable. Et elle a déduit de tous ces éléments, de tous ces indices successifs, encore une fois, que cette banque, qui en général traitait des transactions commerciales, eh bien, elle en a déduit une présomption d'affectation à des fins privées, renversant ainsi la charge probatoire qui habituellement est extrêmement difficile à contourner. Donc, évidemment, ces deux arrêts mériteront sans doute à l'avenir d'être confirmée dans d'autres circonstances, et peut-être qu'on pourra enrichir cette jurisprudence par d'autres indices, mais en tout cas, elle offre sans nul doute une piste intéressante pour surmonter cet obstacle probatoire de l'affectation des fonds liés à la particularité des comptes. Voilà, je vous rends la parole puisque j'ai déjà été trop longue. Je crois qu'on est. Merci. Je n'ai pas voulu arrêter dans son élan l'organisatrice de la... Mais je pense qu'on a un petit peu dépassé les... Donc je vais tout de suite passer la parole, et tout à l'heure je ne me serais pas trompée, il aurait suffi que je regarde le tableau. Donc la parole à Hélène Tissandier pour nous parler du sort des créances salariales. Je vous remercie. D'abord, je m'associe aux remerciements pour les organisateurs, Louis et Juliette, de ce colloque. Merci de m'avoir invité à parler des immunités d'exécution des États et plus particulièrement du sort des créances salariales. Alors, évidemment, les immunités qui concernent la relation entre le bénéficiaire et l'état du fort, mais également la relation qui se noue dans un litige entre le premier et une personne privée, cette personne privée peut être un travailleur. Or, on le sait, le travailleur, le salarié a une place particulière en droit international,
On peut prendre des exemples simples. En droit international, le préambule du règlement Bruxelles 1 bis insiste bien sur la nécessaire protection de la partie la plus faible, dont le salarié. Il a également une protection particulière en droit de l'Union européenne, en droit interne. Il suffit encore une fois de prendre pour exemple, le sort des créances salariales dans les procédures d'insolvabilité. Donc le salarié a une place particulière. C'est la partie faible au contrat, il est subordonné, il est soumis au pouvoir de l'employeur, et cela justifie qu'une réglementation dérogatoire, protectrice, s'applique à lui. Ensuite, par créance salariale, on va entendre toutes les créances qui sont la contrepartie d'un contrat de travail, donc au sens large, aussi bien des rappels de salaire, des congés payés, des indemnités pour licenciement injustifié, du non-paiement d'heures supplémentaires. Donc toutes ces créances qui sont la contrepartie d'un travail. Alors qu'en est-il lorsque l'État étranger employeur bénéficie d'une immunité? Est-ce que la confrontation entre ce statut privilégié du travailleur et de l'immunité de l'employeur débouche sur un régime particulier pour la créance salariale? Alors c'est assurément vrai lorsqu'on s'intéresse à l'immunité de juridiction, puisque plus que dans tout autre domaine, l'immunité de juridiction de l'État est limitée. En revanche, il n'en va pas de même pour l'immunité d'exécution qui demeure en principe. Donc, bien qu'il soit toujours rappelé que l'immunité d'exécution est beaucoup plus grave que l'immunité de juridiction, je ne vais pas revenir sur ce point, ce constat choque quelque peu car le travail a un caractère alimentaire qui est apparu depuis longtemps comme une nécessité, comme une évidence. Et de qui parle-t-on dans le contentieux qui va nous intéresser là? Les affaires concernent essentiellement des licenciements de membres du personnel administratif ou technique des ambassades ou des consulats d'États étrangers. Et par exemple, juste pour exemple, dans une de ces affaires, l'un des salariés percevait 1 500 € par mois. Donc vraiment des personnes qui ont un revenu modeste et une fonction qui est absolument sans lien avec la souveraineté de l'État. Et juste pour citer Cyril Roger-Lacan, qui dans ses conclusions sous l'arrêt Salé en octobre 2011, il signalait le sentiment d'anomalie choquante que suscite l'énoncé des circonstances dans lesquelles le préjudice est subi par ses ex-employés. Il nous dit qu'il est manifeste que la perte sans indemnité de leurs moyens d'existence par des employés est une situation choquante, sans rapport aucun avec les considérations par ailleurs très fortes qui justifient les immunités des États. Donc c'est ce paradoxe qu'il faut explorer, cette immunité de juridiction qui finalement est très peu invoquée, qui est très peu soulevée. Il y a un principe de non-immunité, je vais y revenir. Et puis en face, une immunité d'exécution qui, elle, va s'appliquer en principe. Est-ce que le droit international peut se satisfaire que cette condamnation à des dommages et intérêts dont peuvent bénéficier ces ex-employés reste lettre morte? Comment penser que le fait pour un État de s'acquitter d'un arriéré de salaire, d'une indemnité de licenciement due à un agent administratif ou technique puisse, d'une quelconque manière, mettre en péril l'accomplissement par l'État étranger de prérogatives liées à sa souveraineté? Donc il nous faut là confronter l'immunité de juridiction, l'immunité d'exécution de l'État en matière de créances salariales et cette immunité de juridiction qui est limitée. Alors pour confronter les immunités d'exécution aux créances salariales, on peut procéder en deux temps. Je ne vais pas, pour le coup, m'émanciper de ces deux temps du raisonnement. D'abord, on peut mettre en perspective l'immunité de juridiction de l'État et l'immunité d'exécution au regard des créances salariales pour s'interroger sur la possibilité d'une convergence dans cette matière. Et puis, dans un deuxième temps, parce que vous allez voir que cette convergence, elle est assez difficile, il faut explorer les tentatives pour dépasser, pour concilier ou pour contourner l'immunité d'exécution et pour favoriser le droit au procès équitable. Dans un premier temps, assiste-t-on à une convergence entre immunité de juridiction et immunité d'exécution au regard des créances salariales? L'immunité de juridiction, dans ce domaine, elle est relative. Il n'en va pas de même pour l'immunité d'exécution. Est-ce que pour autant, une certaine convergence ne se dessine pas, du moins n'y aurait-il pas une certaine tendance des juges nationaux, de certains juges du fond, pour être
modeste, à admettre cette convergence. Les rapports entre l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution dans un premier temps. Je l'ai dit, l'immunité de juridiction, elle est limitée dans ses rapports de travail. C'est ce que reflètent tant les textes que la jurisprudence européenne ou nationale. Alors si on part des textes, sans avoir le temps ni l'envie de tout reprendre, il suffit de rappeler l'article 11 de la Convention des Nations Unies de 2004, qui a déjà été évoqué ce matin. Et cet article 11 exclut de la juridiction de l'État du fort les contrats de travail qui sont conclus entre l'État et une personne privée pour les travaux qui sont accomplis ou qui doivent être accomplis en tout ou partie sur le territoire de l'État du fort. Alors ce texte, à quoi sert-il? Il sert à concilier les intérêts de l'État du fort et de l'État étranger employeur. L'État du fort, lui, a intérêt à ce que le droit du travail soit accordé aux travailleurs, ceux qui travaillent sur son territoire, et à ce qu'ils bénéficient des recours juridictionnels nécessaires. L'État employeur, lui, a un intérêt, il veut pouvoir sélectionner, recruter, selon sa propre législation, les employés qui exercent des prérogatives de puissance publique. Alors, comment est construit l'article 11 ? L'article 11, il comporte 2 paragraphes. Un premier paragraphe qui établit comme règle la non-immunité de l'État employeur pour les travaux exécutés sur le territoire du fort. Et puis le paragraphe 2 énonce des exceptions. Et ces exceptions, elles ont trait à la nationalité, au type de travail exercé par la personne privée employée, et puis également à l'objet de la procédure. Alors, de quoi parle-t-on plus précisément? Quant au type de travail exercé, vont être exclus de la non-immunité les fonctions particulières exercées dans l'exercice de la puissance publique, parmi lesquelles les agents diplomatiques, tous ceux qui jouissent de l'immunité diplomatique ou les fonctionnaires consulaires. L'immunité, elle va encore jouer pour les actions qui concernent les ressortissants de l'État employeur qui n'ont pas leur résidence permanente dans l'État du fort. Et puis la Convention, elle soustrait également certaines actions qui sont liées au contrat de travail, toutes les actions qui ont pour objet l'engagement, le renouvellement ou la réintégration, j'insiste sur ce point parce que j'y reviendrai, ou si l'action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé lorsque cette action risque d'interférer avec ses intérêts en matière de sécurité. Donc un caractère très relatif de l'immunité de juridiction en matière de contrat de travail. Et ce caractère relatif de l'immunité, limité de l'immunité, il est renforcé par la jurisprudence européenne et par la jurisprudence nationale. Sans qu'il soit ici sans que je n'ai le temps de développer ces jurisprudences, on peut noter que les juges européens comme nationaux utilisent différents critères pour apprécier si les fonctions sont liées à la souveraineté de l'État employeur. L'importance hiérarchique du poste, le lien avec l'exercice d'un service public, l'accès à des informations sensibles et confidentielles. Si on s'en tient à la jurisprudence de la Cour de cassation, en France donc, il convient de rechercher si le salarié exerçait ou non une responsabilité particulière dans un service public ou une prérogative de puissance publique, et dans l'affirmative, il s'agit d'un acte de gestion, et donc dans l'affirmative, la qualification d'acte de gestion est exclue, donc l'immunité est acquise, et dans la négative, c'est un acte de gestion et il n'y a pas d'immunité de juridiction. En revanche, on le voit, le juge ne tient pas du tout compte de la nationalité, de l'objet de l'action, que ce soit réintégration, licenciement, ça n'apparaît pas. Donc on le voit, le droit contemporain, en réalité, s'accommode très mal du déni de justice que représenterait une immunité de juridiction pour ces fonctions particulières. Donc si on résume, l'article 11 pose une présomption de non-immunité de juridiction. Donc pour les fonctions particulières exercées dans l'exercice de la fonction publique, l'immunité de juridiction joue. Et donc en toute logique, on peut admettre l'immunité d'exécution, même si on pourrait en discuter. En revanche, pour les autres fonctions, tout le personnel administratif et technique, l'immunité de juridiction ne joue plus. Et à ce moment-là, il est pertinent de s'interroger sur le maintien de l'immunité d'exécution pour ces fonctions particulières. Or, l'immunité d'exécution, pour le moment, reste absolue, c'est-à-dire qu'on a des ex-salariés d'ambassade ou de consulat qui, certes, obtiennent des condamnations de décisions de justice, mais quand il s'agit de les faire exécuter, se voit opposer l'immunité d'exécution. Alors, peut-on imaginer une convergence
entre immunité de juridiction et immunité d'exécution pour exclure l'immunité d'exécution dans cette perspective particulière. Alors, elle est a priori exclue, mais néanmoins, on note une certaine tendance de certains juges nationaux, en tout cas, à l'admettre. A priori, le raisonnement, il est simple, hein, c'est de se dire que dès lors qu'il y a une présomption de non-application qui est reconnue dans certains litiges du travail, parce qu'en substance, l'État étranger agit comme n'importe quel autre employeur privé, et bien dans ce cas-là, la logique, ce serait de transposer cette analyse à l'immunité d'exécution. Et pourquoi ? Parce qu'on pourrait considérer que l'immunité d'exécution dans ces litiges, dans un litige qui oppose un État à une personne travaillant dans une représentation diplomatique, mais sans fonction, sans prérogative de puissance publique, là, cette immunité, elle porterait atteinte, pour reprendre des termes de la Cour européenne des droits de l'homme, elle porterait atteinte à l'essence même du droit du requérant à un procès équitable. Donc, en se fondant sur cet article 6, paragraphe 1, on peut citer des exemples de juridictions nationales qui ont fait un parallélisme, une convergence parfaite entre l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution dans certains conflits du travail. Deux exemples. D'abord, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2020, a prononcé la nullité du licenciement d'un salarié et la réintégration, alors c'est un auxiliaire administratif de la République fédérative du Brésil, donc nullité du licenciement et obligation de réintégration parce qu'il avait été victime d'une discrimination. Or, ce que nous dit le droit, c'est qu'en matière de discrimination, la discrimination, elle entraîne la nullité du licenciement et elle entraîne une réintégration de droit. Ça, c'est le droit du travail français qui nous le dit. Donc, discrimination dans cette affaire, et la République fédérative du Brésil a invoqué l'immunité d'exécution pour s'opposer à cette réintégration en expliquant que du fait de l'immunité d'exécution, il y avait une impossibilité matérielle à la réintégration. Et effectivement, la réintégration, elle est de droit, sauf impossibilité matérielle. Est-ce que cette immunité d'exécution peut caractériser l'impossibilité matérielle à la réintégration ? La Cour d'appel refuse d'aller sur ce terrain et elle rappelle, je vais la citer, elle rappelle que l'immunité d'exécution dont jouit l'État étranger est de principe. Il en est autrement lorsque la condamnation se rattache non pas à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ayant donné lieu à une demande en justice. En l'espèce, la demande en justice porte sur les conséquences de la nullité de la rupture d'un contrat de travail relevant du droit privé, en sorte que l'immunité d'exécution ne peut être utilement invoquée comme caractérisant une impossibilité matérielle à la réintégration du salarié. Alors j'ai bien noté que David Pavot nous a dit ce matin qu'au Canada, la réponse a été exactement inverse pour la même question. Donc on a vraiment le sentiment, en tout cas là, que la Cour d'appel de Paris, que pour la Cour d'appel de Paris, la levée de l'immunité de juridiction en raison de la nature des fonctions emporte la levée de l'immunité d'exécution, du moins quant à la réintégration, qui est une obligation de faire et pas une obligation de payer. Donc on a un parfait parallélisme dans les raisonnements. La Cour d'appel de Bruxelles est allée plus loin. Dans deux arrêts rendus en 2003 et en 2011, elle va beaucoup plus loin parce qu'elle met en balance concrètement la règle d'immunité face au droit d'accès à un tribunal du justiciable concernant l'immunité d'exécution. La première décision concerne une organisation internationale, mais la Cour nous dit quand même que l'immunité d'exécution, la règle du droit au procès équitable, doit primer celle liée à l'immunité accordée par un accord de siège. Dans la deuxième décision en 2011, elle utilise le même raisonnement, mais cette fois-ci face à un État. Donc, il s'agissait là d'un employé qui avait été licencié par l'ambassade de Malaisie dans des circonstances assez brutales, imprévisibles. Et la Cour d'appel a autorisé la saisie-exécution sur le compte de l'ambassade, pour le coup, au motif que l'employé n'avait aucune autre possibilité effective, rapide, de coût raisonnable pour obtenir le véritable bénéfice de la décision du tribunal du travail devant un débiteur qui faisait obstinément la sourde oreille. Et donc, le juge belge va tenir compte là des circonstances particulières, certes, de l'affaire. Il tient compte du fait qu'il n'y a aucune chance
pour ce salarié, cet ex-salarié, d'aller faire valoir ses droits devant un tribunal en Malaisie. Et puis elle invoque toutes les tentatives qui avaient été faites par l'employé pour inviter l'ambassade à s'exécuter volontairement. Elle invoque la mauvaise volonté de celle-ci, mais également le très faible montant de la saisie. Et l'état de nécessité de l'employé, et enfin l'énorme disproportion entre le poids, les ressources, les privilèges et les immunités d'un État souverain et les moyens plus que limités d'un ex-employé du bas de l'échelle. On est vraiment là dans ce paradoxe, le caractère très choquant de l'invocation de cette immunité d'exécution face à des ex-salariés qui ont des ressources extrêmement limitées. En tout cas, dans ces deux décisions, le juge belge a fait largement primer le droit au juge sur l'immunité d'exécution en considération notamment du grand déséquilibre entre les parties au litige. Alors c'est vrai que la Cour de cassation est passée derrière pour dire que c'est pas comme ça qu'il fallait analyser le droit, et elle a recadré les choses. Mais on voit quand même que ces décisions, tant de la Cour d'appel de Paris que de la Cour d'appel de Bruxelles, qu'il y a une grande tension qui surgit lorsque l'immunité d'exécution est opposée à des créances salariales et qui est due à la disproportion entre le privilège de l'État étranger et les intérêts du créancier privé qu'est le travailleur. Et peut-être que ça montre une tendance du juge qui est confronté à ces affaires de tenir compte plus du droit au procès équitable que de l'immunité face au caractère choquant des solutions. Alors rapidement, comment est-ce qu'on peut essayer de contourner, dépasser cette immunité d'exécution qui demeure opposée? Au stade de l'exécution de la décision de justice, puisque le salarié obtient facilement une décision de justice. C'est ça qui est assez paradoxal. Il obtient facilement une décision de justice. L'immunité de juridiction ne tient pas dans les cas que j'ai énoncés, mais l'immunité d'exécution lui est opposée. Alors, que peut faire ce créancier privé ? Il y a deux possibilités qui peuvent être explorées, qui ne sont pas satisfaisantes, ni l'une ni l'autre en tant que telles, mais néanmoins, elles sont là. La première façon de contourner ou d'aménager l'immunité d'exécution, c'est de procéder à une saisie-attribution des biens d'un tiers. Alors, sans qu'il soit là question de repartir sur le code des procédures civiles d'exécution, on peut citer une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2020. Dans cette affaire, il s'agissait d'un salarié qui travaillait pour l'ambassade des États-Unis entre 1989 et 2001. Il a saisi le Conseil des prud'hommes pour contester son licenciement. Le Conseil des prud'hommes juge le licenciement effectivement sans cause réelle et sérieuse, condamne les États-Unis à plus de 130 000 € de dommages d'intérêt, ce n'est pas négligeable, et puis avec une astreinte d'ailleurs de 1 000 € par jour de retard au bout de 3 mois. Puis on a même une deuxième décision qui intervient plus tard, qui vient liquider l'astreinte pour un montant de 734 000 €. Donc on est quand même dans des sommes qui sont considérables, mais bien évidemment les États-Unis ont contesté. Alors, pardon, il manque une étape du raisonnement. Alors, une fois ces jugements acquis, les ayants cause de l'ancien salarié ont fait pratiquer une saisie-attribution pour exécuter les jugements. Et l'objet de la saisie était des loyers qui étaient dus par la société de droit américain Jones Day aux États-Unis. Ces loyers concernaient la location de locaux dans un immeuble situé à Paris, dont les États-Unis étaient propriétaires. Évidemment, les États-Unis ont contesté la saisie-attribution devant le GEX. Celui-ci a rejeté la contestation, mais la Cour d'appel a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Un pourvoi en cassation a été formé. La Cour de cassation se prononce le 10 décembre 2020. Elle rend un arrêt au visa du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, mais également de l'article L211-1 du Code des procédures civiles. Alors, il n'est pas question là de détailler cette décision. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la discussion n'a porté que sur le principe de territorialité des saisies. C'est-à-dire que là, dans une affaire comme celle-ci, puisqu'on saisit les biens du tiers, ni l'immunité d'exécution n'apparaît, ni une quelconque renonciation. On est juste sur le terrain de la territorialité. Et la Cour de cassation va dans cette décision, ce qu'elle ne fait pas dans une autre décision du même jour qui concerne un créancier autre qui n'est pas un travailleur, elle va faire une interprétation extrêmement souple de la notion de tiers saisie
pour finalement admettre la saisie-attribution. Donc au final, pour contourner l'immunité d'exécution des États-Unis, cet ancien salarié de l'ambassade a pu faire procéder à une saisie-attribution. L'immunité d'exécution n'était pas invocable, elle n'a en tout cas pas été invoquée. Les loyers ont pu être saisis. Mais on voit bien là que c'est le chat d'une aiguille, c'est-à-dire qu'il y a eu un avocat extrêmement astucieux là, qui est passé par là, mais c'est vraiment le chat d'une aiguille. Donc il va falloir aller effectivement chercher qui doit des loyers à l'ambassade, etc., pour essayer de faire des saisies-attributions. C'est un petit peu compliqué et disproportionné. Je vous rappelle qu'on parle de salariés, d'ex-salariés avec de faibles moyens. La deuxième piste a été évoquée ce matin par Sophie Lemaire, c'est la possibilité d'engager la responsabilité de l'État du fort. Alors, en France, le Conseil d'État, c'est quasiment qu'en France que c'est admis, le Conseil d'État, en 2011, par 2 arrêts du 2 février et du 14 octobre 2011, seul le second concerne un État, le premier concerne une organisation internationale, le Conseil d'État a reconnu la responsabilité sans faute de l'État en raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de l'application de la règle coutumière de droit international public d'immunité d'exécution des États. Donc, en quelque sorte, s'il n'est pas possible de reprocher à l'État le fait d'accorder des immunités aux États étrangers, il est possible de lui reprocher les conséquences de ces immunités lorsqu'elles créent une forme d'inégalité entre les justiciables. Donc, dans l'arrêt Salé du 14 octobre 2011, il s'agit de l'État du Koweït qui avait été condamné en tant qu'ancien employeur de 4 requérantes pour un montant d'environ 300 000 euros pour 4 requérantes, et c'est l'État français qui a été condamné. Alors, rapidement, parce que le temps tourne, quelques mots sur ce contentieux. Le Conseil d'État pose 3 conditions à la responsabilité de l'État, et en fait, quand on regarde ces 3 conditions, on voit qu'elles ne peuvent être remplies quasiment que pour le contentieux du contrat de travail. Quelles sont ces 3 conditions ? D'abord, il faut que le préjudice soit certain, c'est-à-dire que ça revient à établir le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice, dont l'indemnisation est demandée. Ensuite, le préjudice doit revêtir un caractère anormal, c'est-à-dire qu'il doit avoir une certaine gravité. Et enfin, il doit avoir un caractère spécial, c'est-à-dire, Sophie l'a rappelé ce matin, qu'il doit toucher qu'une catégorie limitée d'administrés. Quand le Conseil d'État, les tribunaux administratifs ou les cours administratifs d'appel, il y a plusieurs décisions sur ce point, appliquent ces conditions, on voit qu'elles tiennent compte du particularisme de la relation de travail. Il s'agit de personnes physiques, les travailleurs, avec des ressources faibles, ayant un lien de subordination, avec un préjudice important. Sur le caractère certain, par exemple, si on prend les 3, la question qui s'est posée, c'est faut-il prendre en compte la possibilité de mettre en œuvre certaines mesures d'exécution, dont des saisies par le juge de l'exécution ? La réponse est non. Tous les arguments qu'invoque le ministre des Affaires étrangères à chaque fois sont rejetés. À chaque fois, le juge administratif nous dit que je vais juste vous citer pour aller vite. La Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2021, elle nous dit « Il ne saurait être raisonnablement exigé de Madame A, ne disposant que de ressources très modestes, qu'elle fasse entreprendre par une officine spécialisée une recherche dont l'issue serait aléatoire, dont le coût serait hors de proportion avec l'enjeu, et qui ne pourrait déboucher que sur une nouvelle procédure judiciaire qui serait nécessairement longue et dont le succès serait incertain. » Donc en fait, que le GECS ait été saisi ou pas, que des demandes de saisie aient été faites ou pas, peu importe, le préjudice est considéré comme certain. Sur le caractère anormal et grave, le juge rappelle toujours la faiblesse des revenus et le montant, somme toute raisonnable, des condamnations. Pour un jugement du tribunal administratif de Paris de 2020, on avait un salarié qui touchait 1 500 € et le montant du préjudice était d'environ 60 000 €. Ça paraît beaucoup, pour un État, ça reste somme toute raisonnable. Et enfin, sur le caractère spécial du préjudice, il y a 2 arguments qui sont toujours invoqués contre la spécialité du préjudice, mais qui tombent face au contentieux des créances salariales. Le premier argument, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un nombre limité de personnes qui bénéficient de ce type de responsabilité de réparation du dommage. Or, si vous excluez là, il est considéré que toutes les personnes qui sont, par exemple, en relation commerciale avec un État étranger ou ses émanations ou ses démembrements, ces personnes-là,
elles ne bénéficieront pas de cette action parce qu'on leur opposera l'exception de risque acceptée. Et puis, par ailleurs, ça ne concerne pas tout le contentieux du travail, puisque tous ceux qui ont des fonctions diplomatiques, consulaires ou autres, eux, n'ont pas l'immunité de juridiction, enfin, se voient opposer l'immunité de juridiction. Donc, on n'aura pas le même problème avec l'immunité d'exécution. Ils n'arriveront pas jusque devant le juge administratif. Donc, on aura un contentieux forcément limité. D'ailleurs, même le ministre, quoi qu'il s'en défende, le reconnaît. Devant le tribunal administratif de Paris en 2020, il a expliqué qu'il avait été confronté à 13 requêtes de ce type, 5 recours gracieux préalables. Ça reste un contentieux très limité. L'autre argument, c'est l'exception du risque accepté, c'est de dire, eh bien, quand vous contractez avec une ambassade, avec un État étranger, vous ne pouvez pas ignorer son statut, et donc vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a une immunité d'exécution, et donc vous avez accepté ce risque. Et ça, face à des salariés techniques ou administratifs, eh bien, cette exception, elle ne tient pas. Il ne peut pas être raisonnablement considéré, les juges le disent, qu'ils avaient conscience et donc ils ont accepté ce risque. Au final, il y a une indemnisation. Indemnisation de quoi? À hauteur de ce que le juge social a accordé, mais pas plus. C'est-à-dire que, par exemple, le préjudice moral qui résulte, qui est souvent invoqué de la longueur de la procédure, lui n'est pas indemnisé. On parle des procédures qui durent 10, 12 ans dans certains cas. Donc, ce préjudice-là, lui, n'est pas indemnisé. On ne parle que de condamnation à des dommages et intérêts, c'est-à-dire qu'en revanche, tout le contentieux qui est lié à défaut d'affiliation aux organismes sociaux, réintégration, tout ça, c'est exclu. Donc ça mérite quand même qu'on s'intéresse à l'immunité d'exécution et pas seulement à ce moyen un peu de contournement qu'est la responsabilité. En tout cas, pour les avocats, il vaudrait mieux demander toujours des dommages et intérêts dans ce contentieux-là pour pouvoir ensuite le faire payer par l'État que de demander, par exemple, une réintégration qu'on n'arrivera pas à faire exécuter. Au final, vous voyez, on peut s'interroger sur la pertinence du maintien d'une immunité d'exécution dans ces hypothèses où l'immunité de juridiction tombe si facilement. Peut-être qu'il faudrait déplacer le débat vers quelque chose qui a été rapidement évoqué ce matin, qui est l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, et se dire que l'article 47 consacre aussi le droit à un recours effectif. Il est apprécié de la même façon que l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, ça garantit aussi le droit à l'exécution de justice. Et peut-être qu'à travers cet article 47, on pourrait demander au moins que soient respectés les droits fondamentaux garantis par la Charte, dont certains qui sont garantis pour les travailleurs. Je vous remercie. Merci, j'ai tenté de vous arrêter, Oui, mais c'était pas possible. impossible. Donc voilà, donc il reste peu de temps pour notre dernier... Enfin, on va lui laisser le temps, hein, il n'y a pas de raison. Oui, voilà, vous n'aurez pas de pause, voilà. Et nous, on va parler en dernier, donc, pourtant, en matière d'immunité, c'est extrêmement important, la protection des biens diplomatiques. Donc, je donne la parole à Victor Grandaubert qui va nous évoquer cette question qui a déjà été un petit peu évoquée, mais on attend vos révélations. Je vous remercie, Madame la Présidente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque pour m'avoir convié à cet événement. Et c'est pour moi un grand plaisir d'intervenir sur ce thème, puisque j'y ai consacré tout mon doctorat. Mais je tiens à saluer quand même la qualité des interventions de ce matin et de cet après-midi, et de voir que même depuis 2 ans maintenant que j'ai soutenu, la pratique continue d'évoluer et je continue d'apprendre de nouvelles choses. Alors, mon intervention aujourd'hui, elle porte sur l'immunité d'exécution de l'État dans un cadre diplomatique, et plus particulièrement, il s'agira d'examiner la question des limites de cette immunité. J'entamerai mon propos avec une brève introduction avant de dresser un état des lieux de la pratique, et je terminerai en évoquant un certain nombre de perspectives. Alors, un titre introductif, l'immunité d'exécution diplomatique appartient à la catégorie des privilèges et immunités diplomatiques. Et à cet égard, il est important de rappeler qu'il s'agit d'une catégorie relativement ancienne, puisqu'on observe une forme de protection rudimentaire pour les ambassades et leur personnel depuis l'Antiquité grecque. Il ne s'agit pas d'un phénomène uniquement européen, puisqu'on a observé un phénomène équivalent dans d'autres parties du monde, et ce, avant même l'arrivée du colonisateur européen. Il n'en demeure pas moins que c'est sur le sol européen que se sont développées les ambassades permanentes à l'époque de la Renaissance. Le droit des relations diplomatiques s'est progressivement affirmé comme une branche fondamentale du droit international public, et il constitue,
un instrument essentiel de coopération au sein de la communauté internationale. Et comme l'a souligné la Cour internationale de justice en 1980 dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, la fameuse affaire des otages, les principes du droit international qui gouvernent les relations diplomatiques et consulaires constituent, je cite, un édifice juridique patiemment construit par l'humanité au cours des siècles et dont la sauvegarde est essentielle pour la sécurité et le bien-être d'une communauté internationale aussi complexe que celle d'aujourd'hui. De nature autrefois divine, les privilèges et immunités diplomatiques ont désormais une nature fonctionnelle. Cela signifie qu'ils sont nécessaires aux missions diplomatiques pour qu'elles puissent fonctionner librement en territoire étranger à l'abri de toute interférence. Ces privilèges et immunités proviennent initialement du droit international coutumier, mais ils ont été codifiés dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, convention qui s'applique aujourd'hui de manière universelle. Cette catégorie de privilèges et immunités a d'ailleurs eu une influence telle en droit international qu'il a servi de modèle pour fonder les privilèges et immunités des organisations internationales. Il est donc incontestable que les missions diplomatiques jouissent d'un statut particulier en droit international et que l'activité diplomatique constitue une activité souveraine par essence. Alors pourquoi exécuter un jugement ou une sentence arbitrale contre les biens d'une mission diplomatique? Ces biens sont selon toute apparence couverts par l'immunité. Et pour répondre à cette question, une réponse tout à fait simple, c'est que les créanciers n'ont souvent pas d'autre choix que d'aller rechercher les biens des missions diplomatiques pour exécuter leurs titres. Il faut rappeler que les États ont très peu de patrimoine, ont très peu de biens à l'étranger. De manière sommaire, on va discerner les biens qui seront possédés par les missions diplomatiques de ces États. Et puis, on en a parlé longuement ce matin, et Mathias Audit en a parlé avec la théorie des émanations, on retrouve des biens qui sont affectés à des activités commerciales, mais qui seront détenus par des entités distinctes. Et si la théorie de l'émanation ne fonctionne pas, eh bien, l'exécution ne pourra pas être recherchée sur ces biens. Exécuter un titre sur des biens diplomatiques est aussi pertinent lorsque existe une renonciation. Alors, que nous enseigne la pratique à ce propos? Penchons-nous d'abord sur un état des lieux de la pratique, et je précise toutefois que la pratique est vaste et je n'entrerai pas dans les détails. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est le point de départ de toute analyse sur l'immunité d'exécution des biens diplomatiques. Pour autant, la Convention de Vienne n'en parle pas ouvertement. Si cette convention évoque à son article 31 l'immunité d'exécution de l'agent diplomatique, et cette immunité n'est pas l'objet de notre propos, pourquoi ce silence sur l'immunité d'exécution de la mission? En réalité, la question, dans les années 50, lorsque la Convention a été élaborée, la question ne se posait pas. La question ne se posait pas car la mission diplomatique est un organe de l'État. C'est un organe de jure de l'État, et c'est donc l'immunité d'exécution de l'État qui s'appliquait selon le droit coutumier, et à l'époque, cette immunité était encore absolue. La Convention de Vienne fait néanmoins référence de manière indirecte à l'immunité d'exécution sous couvert de la notion d'inviolabilité. Et la disposition qui est pertinente dans la Convention, c'est l'article 22, paragraphe 3, qui énonce que les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. En effet, l'inviolabilité, la notion d'inviolabilité, comme l'immunité d'exécution, contient une interdiction faite à l'État d'exercer des mesures de contrainte. L'inviolabilité va toutefois se distinguer de l'immunité d'exécution parce qu'elle incorpore une obligation qui est distincte, qui est une obligation de vigilance, qui impose à l'État accréditaire, celui qui reçoit la mission, de faire en sorte d'empêcher que des personnes privées puissent porter atteinte à la mission. Mais voilà la seule différence entre l'immunité d'exécution et l'inviolabilité. Et ce qui vaut pour les locaux de la mission et ses moyens de transport vaut aussi pour les archives de la mission. Cependant, dans la pratique, et Madame Juliette Morel-Maroger l'a souligné, les biens qui sont le plus souvent recherchés par un créancier, ce sont des comptes bancaires. Et là, ce sont les comptes bancaires diplomatiques. Et à ce sujet,
la Convention de Vienne de 1961 est véritablement silencieuse sur les comptes bancaires diplomatiques. Et pourtant, il ne fait guère de doute aujourd'hui que la coutume internationale de l'immunité d'exécution de l'État protège les comptes bancaires diplomatiques. Et à ce titre, la jurisprudence de principe reste encore la décision rendue en 1977 par la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans l'affaire du compte bancaire appartenant à l'ambassade des Philippines. Selon le juge allemand, le droit international coutumier garantit une immunité à tous les biens utilisés pour accomplir des fonctions diplomatiques, quand bien même ils ne sont pas couverts par la Convention de Vienne. Et je cite la décision de 1977 parce qu'elle a eu une influence décisive en droit comparé. Dans la pratique ultérieure, elle a été citée par les juridictions anglaises, autrichiennes, italiennes, américaines, et même en 2012, dans l'affaire des immunités juridictionnelles de l'État, la Cour internationale de justice s'est appuyée sur ce précédent lorsqu'elle a analysé le régime de l'immunité d'exécution. Le fait que les comptes bancaires diplomatiques soient protégés par la coutume de l'immunité d'exécution de l'État est une interprétation qui a été entérinée par la Convention des Nations Unies de 2004 dans son article 21, et c'est une interprétation qui est également entérinée par la loi Sapin II en France. À cela, et je distinguerai donc les comptes bancaires diplomatiques des autres avoirs bancaires dont on a pu parler, il faut toutefois préciser qu'il s'agira d'interpréter l'immunité d'exécution des comptes bancaires à la lumière des objectifs de la Convention de Vienne, et notamment à la lumière du principe ne impediatur legatio, principe fondamental du droit des relations diplomatiques et qui vise à ce que la mission ne soit en aucun cas gênée dans l'exercice de ses fonctions. Pour parler maintenant de l'étendue de l'immunité d'exécution des biens diplomatiques, je vais désormais me concentrer sur les locaux et les comptes bancaires. Je ne vais pas aborder la question des archives diplomatiques. Alors, s'agissant des locaux d'une part, on entend traditionnellement par locaux les immeubles qui sont utilisés à des fins diplomatiques, et sont regroupés dans cette catégorie les bureaux officiels qui hébergent les services de la chancellerie. On parle également de la résidence du chef de mission, ou également des immeubles qui servent à loger le personnel diplomatique et leurs familles. Ces immeubles vont être protégés contre des mesures conservatoires et des mesures d'exécution forcée, mais si on relit l'article 22 de la Convention de Vienne, ils sont également protégés contre des mesures de contrainte de nature pénale et des mesures de contrainte de nature administrative. D'un point de vue temporel, la seule intention d'utiliser dans le futur un immeuble à des fins diplomatiques ne va pas automatiquement accorder l'immunité, accorder une protection à ce bâtiment. Mais la réalisation de travaux sur un immeuble acquis pour exercer des fonctions diplomatiques peut justifier la reconnaissance de l'immunité. Donc même un immeuble qui ferait l'objet de travaux d'aménagement avant qu'il soit mis à l'exercice des fonctions diplomatiques sera protégé par l'inviolabilité. C'est une jurisprudence qui a été reconnue dans de nombreux pays, et notamment par la Cour d'appel de Bruxelles en 2001. Cela étant dit, un ancien immeuble diplomatique loué par l'État à des personnes privées n'est plus protégé par l'immunité. D'un point de vue matériel, on a parlé des services de la chancellerie, de la résidence du chef de mission. L'immunité d'exécution qui est prévue par l'inviolabilité diplomatique peut aussi s'étendre à d'autres bâtiments qui, normalement, n'ont pas, par apparence, un caractère diplomatique. Le premier exemple, c'est il est inscrit dans la Convention de Vienne que l'ambassade peut exercer les missions du consulat. Et donc, un immeuble consulaire, s'il est rattaché à un service diplomatique, peut être protégé par l'inviolabilité diplomatique. Et cela a un impact, parce que si vous comparez la Convention de Vienne de 1961 et la Convention de Vienne de 1963, l'inviolabilité qui est prévue pour les locaux consulaires est d'une moindre importance que l'inviolabilité diplomatique. D'autres bâtiments peuvent être également inclus dans les services diplomatiques. L'exemple est tiré de la jurisprudence française dans l'affaire Yukos, une église et un centre culturel au Quai Branly, situé donc ici à côté de Paris, qui appartiennent à l'ambassade russe, sont protégés par l'inviolabilité diplomatique. La protection qui est due à ces immeubles est particulièrement forte. 3 exemples. Premièrement, grâce à l'inviolabilité diplomatique, l'État à qui appartient l'ambassade peut tout à fait faire déplacer dans cette ambassade soit des biens de personnes privées pour les mettre à l'abri d'une quelconque exécution, soit des biens étatiques qui
servirait des fonctions privées ou commerciales. Deuxièmement, selon la Convention de Vienne et l'article 45, si l'État cesse définitivement d'utiliser un immeuble à des fonctions diplomatiques, il y a une immunité d'exécution spéciale qui va s'appliquer. Et troisièmement, en matière d'inviolabilité diplomatique des locaux, il n'est même pas sûr qu'en présence d'une renonciation, ces locaux puissent être saisis par le créancier. D'autre part, parlons maintenant des comptes bancaires. La protection qui est due aux comptes bancaires diplomatiques est également d'une intensité importante. Ces comptes vont bénéficier d'une présomption qu'ils sont utilisés à des fins diplomatiques. Et dans l'affaire Comis-Impex, selon la Cour de cassation en 2021, celle-ci énonçait que cette présomption est justifiée par la nécessité de préserver cette mission à l'exercice de laquelle participent les représentations diplomatiques. Et selon certains tribunaux, la vérification même de l'utilisation des sommes déposées sur un compte bancaire diplomatique pourrait également constituer une ingérence dans les affaires internes de l'État. Les tribunaux se contentent donc de vérifier l'intitulé des comptes bancaires, ce qui est assez superficiel. Ainsi, en 2011, dans l'affaire NML Capital Limited, la Cour de cassation a considéré que les comptes bancaires de l'ambassade argentine à Paris étaient couverts par l'immunité, car d'après leurs intitulés, ils concernaient l'attaché à la défense, l'armée argentine, la force aérienne, la Fondation argentine pour les étudiants, la délégation argentine à l'UNESCO, l'Office du tourisme et la réfection des locaux de l'ambassade. Lorsque l'on lit ces différents intitulés, on peut tout de même s'interroger sur le caractère diplomatique de certains. Mais récemment, la Cour de cassation, dans l'affaire Comis-Impex en 2021, a quand même considéré que n'étaient pas protégés par l'immunité d'exécution des comptes bancaires qui étaient intitulés Caisse congolaise d'amortissement ou Equatorial Congo Airlines. Dans le premier cas, on a une institution financière, donc aucun lien avec l'ambassade, et dans un autre cas, on a un compte qui est destiné à une compagnie aérienne commerciale. Donc on n'a pas non plus d'affectation diplomatique. Mais ce qui peut poser question pour l'Office du tourisme, par exemple, qui avait été considéré comme protégé dans l'affaire de 2011. Du reste, on considère que ordonner à l'État de communiquer des preuves, certains documents bancaires pourrait être contraire à l'inviolabilité des archives diplomatiques. Donc dans ce cas, le créancier se retrouve face à de nombreux obstacles en matière de charge de la preuve, d'autant plus qu'il existe aussi une tendance dans la jurisprudence de certains États à protéger des comptes dits mixtes, c'est-à-dire des comptes qui possèdent des sommes à la fois utilisées à des fins diplomatiques et des sommes qui ne sont utilisées à des fins non diplomatiques. Donc le créancier se retrouve souvent dans une situation très difficile. Il est presque parfois impossible pour lui d'apporter la preuve contraire. Et cela est devenu d'autant plus difficile avec l'instauration d'autorisations judiciaires préalables en Belgique, en France, mais par exemple vous avez également aux États-Unis une autorisation judiciaire préalable, donc ce n'est pas seulement une particularité européenne. Cela étant dit, on ne saurait pas être surpris par ce souci exprimé par les États de ménager leur mission diplomatique. On traite ici d'une catégorie particulière de privilèges et immunités. Et pour s'en convaincre, rappelons que la France et la Belgique ont eux-mêmes adopté la notion de renonciation expresse et spéciale en matière diplomatique, ce qui signifie que les autres biens ne sont concernés que par une renonciation expresse. Et à mon avis, la renonciation expresse et spéciale, et ça avait déjà été jugé par la Cour constitutionnelle belge, pourrait être considérée comme conforme à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que la Cour européenne, déjà que son raisonnement est assez souple en matière d'analyse du caractère de proportionnalité de l'immunité, la Cour européenne des droits de l'homme attribue une attention particulière aux immunités diplomatiques. Par ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, il est intéressant de noter que par rapport à ces législations qui incorporent une exception en matière de terrorisme et dont Sophie Lemaire et David Pavot ont parlé aux États-Unis et au Canada, les exceptions à l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas aux biens diplomatiques. Donc de toute manière, tout jugement qui sera rendu contre un État parrainant le terrorisme qui aura été désigné par l'administration américaine ou canadienne ne peuvent pas porter sur des biens diplomatiques. Et dans un même esprit, si on s'élève un peu plus haut dans l'ordre juridique international, les États ne peuvent pas prendre de contre-mesures
qui portent atteinte à la violabilité des locaux diplomatiques ou aux immunités diplomatiques. Il en est de même pour les résolutions du Conseil de sécurité qui pourraient porter sur des gels d'avoirs. Ces résolutions ne pourraient pas porter atteinte aux privilèges et immunités diplomatiques. Bon, dès lors, force est de constater qu'on fait face, comme je l'ai mis dans le titre de la présentation, à une protection quasi insurmontable. Et il convient donc de s'interroger maintenant sur les perspectives qui sont offertes pour les créanciers se heurtant à l'immunité d'exécution de l'État. Alors, s'agissant des perspectives, intéressons-nous d'abord aux perspectives pour assouplir l'immunité d'exécution accordée aux locaux diplomatiques. Alors, en premier lieu, l'inviolabilité diplomatique, donc qui contient une immunité d'exécution, n'empêcherait pas la mise en œuvre de certaines mesures de contrainte. Lorsque la Commission du droit international a élaboré la Convention de Vienne dans les années 50, celle-ci a souligné dans son commentaire, je cite, « Si les locaux sont loués, une mesure d'exécution contre le propriétaire privé peut naturellement intervenir, pourvu qu'il ne soit pas nécessaire de pénétrer dans les locaux de la mission. » La pratique confirme cependant qu'il existe encore une tendance solide à interpréter l'inviolabilité diplomatique comme interdisant tant les mesures de contrainte qui vont affecter l'usage du bien que les mesures de contrainte qui vont affecter la disposition du titre de propriété, telles que les inscriptions d'une hypothèque au registre foncier, l'inscription d'une sûreté ou encore une assignation en vente forcée. Mais on va discerner deux hypothèses. La première est si l'État accréditant est propriétaire et utilisateur de la mission diplomatique, alors là, vous ne pourrez pas avoir de mesures de contrainte. Mais si l'État accréditant n'est que le locataire et que c'est un propriétaire privé à qui appartient l'immeuble, il faudra néanmoins se poser la question de savoir comment exécuter cette mesure de contrainte sans porter atteinte à l'inviolabilité de l'ambassade. Cette position, c'est la position qu'a tenue la France dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis et dans le cadre des perspectives pour assouplir l'immunité d'exécution accordée aux locaux diplomatiques. Je vais revenir sur cette affaire. La deuxième perspective, c'est que les autorités locales peuvent refuser la désignation par un État d'un immeuble comme local diplomatique. Cette solution, elle provient d'un arrêt du 11 décembre 2020 de la Cour internationale de justice. Et pour faire assez court, donc, la Guinée équatoriale, en 2011, avait racheté un immeuble à son vice-président, Théodorin Obiang, immeuble qui est situé au 42 avenue Foch, pas loin de l'université. Et face aux premières perquisitions, le personnel diplomatique était venu au 42 avenue Foch, avait affiché une pochette plastique avec marqué « Ambassade de la Guinée équatoriale » et avait demandé au protocole du ministère des Affaires étrangères de reconnaître l'inviolabilité de l'ambassade. C'était le 4 octobre 2011. Le 11 octobre 2011, le ministère des Affaires étrangères répond non, on ne reconnaît pas l'inviolabilité de l'immeuble parce qu'il fait partie du domaine privé. Des perquisitions ont lieu en février 2012 qui permettent de prouver que l'immeuble est toujours utilisé à des fins privées. Et puis, face à la menace d'une saisie pénale à caractère conservatoire, en juillet 2012, la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, qui était située boulevard de Courcelles, décide de déménager au 42 avenue Foch. La Cour internationale de justice, en se fondant sur l'objet et le but de la Convention de Vienne, va refuser d'accueillir la théorie équato-guinéenne selon laquelle une qualification unilatérale est nécessaire pour accorder l'inviolabilité diplomatique. Et selon la Cour, cela reviendrait à exposer l'État accréditaire à des abus potentiels des privilèges et immunités diplomatiques. Par conséquent, la France était en droit de s'opposer à la revendication équato-guinéenne, pourvu qu'elle agisse de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle donne son objection en temps voulu. Elle a pris une semaine pour donner son objection, et que cette objection n'est ni un caractère discriminatoire, ni arbitraire, et la Cour a conclu que c'était le cas en l'espèce. Donc on peut s'opposer à un abus de qualification, mais la solution a été dégagée dans le cadre de procédures pénales. Sera-t-elle aussi efficace dans le cadre de procédures civiles ? Il est permis d'en douter parce que dans le cadre de procédures civiles, on a à la fois l'État accréditant, l'État accréditaire et le créancier. Alors que dans le cadre de la procédure pénale, dans l'affaire des biens mal acquis, on avait les autorités pénales françaises contre la Guinée équatoriale sans qu'intervienne un quelconque créancier. Donc dans le cadre d'une procédure civile, le créancier n'aura pas forcément connaissance de la décision des autorités locales de refuser un statut diplomatique à un immeuble. Et l'État étranger peut toujours affecter
l'immeuble à la réalisation d'une mission de service public autre que diplomatique avant la mise en œuvre d'une mesure de contrainte. Mais si une mesure de contrainte est prise et que l'État décide de changer la destination du bien, en cours de procédure, le juge, à mon avis, devrait s'y opposer. C'est une solution qui a été reconnue dans certains États, mais la pratique reste divisée à cet égard. D'autant plus que cela peut poser problème si la mesure de contrainte n'affecte pas directement le droit d'user du bien comme une hypothèque judiciaire conservatoire. L'État aura toujours la possibilité de changer la destination de son bien si cette mesure de contrainte est une hypothèque. Très rapidement, voyons maintenant les perspectives qui concernent l'immunité d'exécution protégeant les comptes bancaires diplomatiques. J'irai très rapidement, c'est l'option du renversement de la charge de la preuve en cas de renonciation. Les créanciers ont demandé de nombreuses fois, et ont fait savoir à la Cour de cassation depuis 2011, qu'il fallait opérer un renversement de la charge de la preuve, sinon c'était impossible de prouver l'affectation non diplomatique d'un compte bancaire. Mais lorsqu'on se situe dans le cadre d'une renonciation express, le créancier se retrouve avec cette possibilité de saisir donc des biens privés, c'est tout à fait normal, mais il peut saisir des biens publics qui ne sont pas diplomatiques. Et à mon avis, à ce niveau-là, la charge de la preuve devrait appartenir à l'État étranger. Parce que l'État étranger, en renonçant à sa protection sur les biens publics, il fait savoir qu'il ne considère pas ces biens comme essentiels au fonctionnement de ses activités souveraines. Et donc dans ce cas-là, l'État étranger devrait apporter la preuve que ces biens ne sont pas affectés à des fins diplomatiques. Après, on a des problèmes de procédure, parce qu'en France, on a l'autorisation judiciaire préalable, qui fait que c'est une procédure non contradictoire, que le créancier saisit en premier, et donc à savoir comment pourrait réellement fonctionner ce renversement de la charge de la preuve dans le cadre, d'une renonciation. Je voulais parler de la mise en œuvre de la responsabilité sans faute de l'État pour rupture d'égalité dans les charges publiques, mais on en a déjà assez parlé aujourd'hui, mais ça peut paraître comme une solution. Et pour conclure, on constate qu'en matière diplomatique, on fait face donc à une protection quasi insurmontable, mais il faut rappeler que les mesures de saisie sont des mesures de contrainte, qu'on se situe dans un registre plus grave que le prononcé d'une décision de justice, et l'immunité d'exécution demeure encore aujourd'hui le reflet d'un phénomène fonctionnel et systémique. On cherche d'une part à ne pas entraver l'exercice des activités diplomatiques d'un État, et en parallèle, on cherche à préserver une certaine stabilité dans l'ordre juridique international. En d'autres termes, la protection des biens diplomatiques intéresse la communauté internationale, puisqu'elle participe à assurer une communication entre les États et partant à préserver une forme de paix sociale. Au contraire, sa méconnaissance risque non seulement d'engendrer une forme de chaos, mais également d'aboutir au recours par les États à des mesures de représailles. Dans cette situation, on ne peut que déplorer le fait que le créancier est sacrifié sur l'autel de l'intérêt général international. Je vous remercie.